Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Carlos Cunha, je suis le délégué général de Cap Digital. Ravi de vous avoir ici ce soir et merci de braver le froid, la neige. Vous pouvez mettre les skis sur le côté, il n'y a pas de problème. Non, je vais être sérieux 2 minutes. Je suis ravi, pourquoi? Parce que Cap Digital s'est construit il y a maintenant plus de 19 ans. Donc c'est une association en 1901, on regroupe plus de 800 entités membres. Et ce qu'on aime bien faire, c'est produire et partager du savoir. Et donc là, on est sur des sujets éminemment complexes. On a mis en place un cycle d'événements comme celui-ci qu'on a appelé haute densité, avec le soutien d'Eclairion et de François Sabatino. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce partenariat. Et on est très content d'aborder des sujets qui sont un peu compliqués, qui ont été à la mode, qui le sont moins, qui redeviennent à la mode, avec plein de questions à se poser à la fois sur le plan technique, juridique, économique, financier. Antoine, rassure-toi, je ne vais pas faire ton job, je vais te laisser tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est notre maison. On est heureux de vous accueillir là. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. N'hésitez pas aussi à poser beaucoup de questions parce que j'aimerais que tout le monde puisse rentrer ce soir un peu plus sachant sur des sujets qui vous intéressent. Et modestement, c'est la contribution de Cap Digital à son écosystème. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis Antoine, je te laisse le micro, comme on dit. Merci. Merci beaucoup Carlos. Moi je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour ce deuxième événement du cycle haute densité. Le cycle haute densité, c'est quoi? C'est une série de conférences qui prend comme point de départ la question de la puissance de calcul pour aller explorer quelques-uns des grands enjeux technologiques de Cap Digital. On en a fait un premier sur l'intelligence artificielle et notamment sur les IA frugales à l'automne dernier. Et là, on enchaîne sur le deuxième événement dédié, vous l'avez compris, à la question des univers virtuels. On l'a intitulé « Univers virtuel et si la clé, c'était l'interopérabilité ». Moi, j'aime bien dire de façon un petit peu plus provocatrice, le métavers est mort, longue vie aux univers virtuels. On a un super panel d'experts qui va venir discuter avec nous au cours d'une table ronde et puis on donnera la parole à nos amis de France Immersive Learning, Vanessa Penelope qui est à nos côtés pour une présentation d'une étude qu'ils ont menée récemment. Mais pour commencer, moi j'avais envie de me tourner vers toi François et d'essayer de comprendre, de nous dire en un mot pourquoi cette association, pourquoi est-ce que les enjeux de la puissance de calcul sur les industries culturelles et créatives et plus spécifiquement sur les enjeux d'immersion, d'univers virtuel est important pour un acteur comme Eclairion. Alors bonsoir, merci effectivement d'avoir bravé le froid, l'énorme tempête de neige de 1 cm sur Paris qui a fait tant de dégâts. Merci Antoine et puis bienvenue à tous. L'idée à l'origine, c'est Eclairion, peut-être vous dire un petit mot sur Eclairion. Eclairion, c'est un centre de calcul à haute densité. Aujourd'hui, quand on parle d'IA générative, quand on parle d'univers virtuel, quand on parle de tous les éléments dont on entend parler aujourd'hui, il y a de plus en plus de besoins de capacité à être capable, si on peut dire, de fournir une puissance importante à des serveurs, tout en ayant une vision assez pragmatique sur la partie environnementale, sur la partie modularité, la capacité à s'adapter aux technologies de demain. On parle de refroidissement, on était à l'air, on est aujourd'hui sur du DLC à l'eau et demain sur de l'immersion dans de l'huile. L'idée d'Eclairion, vous découvrez en même temps la vidéo derrière moi, c'était de construire un site qui ait un design qui soit à la fois disruptif par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui en termes de data center et d'avoir une capacité à être totalement souverain. Donc c'est un centre qui est à Bruyères-le-Châtel, en face le commissariat à l'énergie atomique. C'est un centre qui est financé donc par notre holding de tête qui est totalement souveraine, donc 100% français pour accueillir en module container des supercalculateurs. Voilà.
C'est assez simple du coup, de façon naturelle, avec au-delà des excellentes relations que nous avons avec Cap Digital et de ce lieu assez magique. L'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut parler de haute densité, aller dans les différents univers. Tu disais la dernière fois, c'était sur l'IA frugale, aujourd'hui sur les mondes virtuels. On entend énormément de choses. Comment est-ce qu'on pouvait capter la présence d'experts pour venir un petit peu expliquer ce que c'était véritablement, ce que ça allait devenir et ce que ça allait impliquer en termes de haute densité de besoins et comment toutes ces choses-là allaient fonctionner. Donc c'est aujourd'hui effectivement le deuxième événement. Donc on aura toute une série comme ça d'événements en partenariat avec Cap Digital. On a également TerraTech et l'École des Mines qui sont partenaires avec nous de ces événements-là. Et nous, on est ravis, comme vous, je l'espère, d'être présents ici ce soir. Donc je te rends la parole, Antoine, pour accueillir nos experts de la soirée. Merci, bonne soirée. Merci à toi, merci beaucoup François. Et donc je le disais en introduction, parler d'univers virtuel aujourd'hui, c'est arrivé aussi après une certaine courbe de hype. Il y a, je sais pas, 2 ans, quand on faisait un événement sur le métavers, on faisait salle comble. Alors vous êtes nombreux aujourd'hui, mais on est monté jusqu'à des 1000 inscrits en visio, et on sent bien aujourd'hui qu'il y a une espèce de monde d'après autour de tout ça, et que l'attention est un peu retombée, notamment parce que les grands modèles dominants à la méta n'ont pas forcément rencontré les usages attendus, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements pour tester des cas d'usage qui n'ont pas forcément été au rendez-vous. Et notre conviction à nous, et c'est en fin de compte une conviction partagée, c'est que c'est en fait à l'essoufflement d'une certaine vision du métavers à laquelle on assiste aujourd'hui, et qu'il ne convient de, pour paraphraser le rapport ou la mission exploratoire sur les métavers, ne pas jeter le bébé métaversique avec l'eau du bain de Facebook. Et c'est vrai qu'on observe chez Cap Digital, auprès de tous nos adhérents, notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives, un dynamisme assez extraordinaire dans le domaine des technologies immersives. On parle de réalité virtuelle, on parle de réalité étendue, on parle de tous les acteurs de la virtual production, on parle de tous les acteurs de l'informatique graphique qui aujourd'hui font des progrès assez extraordinaires en s'appuyant sur les intelligences artificielles, on en parlait avant, mais aussi sur les capacités offertes par des acteurs qui sont capables d'offrir des puissances de calcul assez extraordinaires. Et ces univers virtuels, ils ont, pour certains d'entre eux, la vocation à devenir des espaces de numérique de confiance, interopérables et nativement décentralisés. Et c'est beaucoup de ça dont il va s'agir ce soir. Et je propose sans plus attendre d'accueillir nos 3 intervenants pour discuter de la question de l'interopérabilité des univers virtuels. Emmanuela Righi, productrice et cofondatrice de Novaya, je vous invite à monter sur scène. On a également Stan Larocque, CEO et fondateur de Lynx, qui est avec nous. Bonjour Stan. Et Julien Cazarin, Head of XR chez Inetum. Et Julien, tu es également le coordinateur du consortium UMI Sweden. On pourra peut-être en dire un mot. Je pense même que ce sera tout à fait utile pour commencer à appréhender cette grande question. Moi, ce que je voudrais, pour apprendre un petit peu à vous connaître, parce que vous avez des profils et des parcours un peu différents les uns des autres, et c'est ça qui fait la richesse, je pense, des échanges qui vont avoir lieu ce soir, c'est que vous vous présentiez assez rapidement et que vous partagiez une actu chaude de votre structure. On peut commencer peut-être avec toi, Stan. Allez. Du coup, bonsoir. Beaucoup de têtes que je reconnais. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, je fais toujours la même chose depuis 5 ans. C'est-à-dire que j'ai eu la mauvaise idée de vouloir faire mon propre casque. Donc, je voulais amener ici la première version. Et aujourd'hui, Lynx, c'est une boîte qui conçoit et fabrique des casques de réalité mixte. Donc, un peu comme celui d'Apple ou ceux de Meta, voilà. Et on est le seul acteur européen, en fait, qui fabrique des casques sans fil pour la réalité mixte. Et une actu très chaude, c'est que je dois partir dans un quart d'heure pour prendre l'avion pour terminer une levée de fonds qui sera la plus grosse levée de fonds de tout l'immersif en Europe. Donc, bonne nouvelle à vous partager, j'espère à bientôt. Voilà. Ok, super.
Écoute Stan, tu te sens libre. Hein. Au moment où tu as besoin de partir, tu nous dis, pas de souci. Emmanuela, est-ce que tu peux te présenter et nous parler aussi de ton actualité? Comment faire mieux? J'aurais pas une actu aussi chaude. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je connais presque personne. Emmanuela Righi, cofondatrice de Novaya. C'est une petite société créée il y a 3 ans pour produire des expériences immersives avec la réalité augmentée, des expériences destinées aux lieux de culture très classiques, les musées, les théâtres, les festivals, et donc avec des lunettes de HoloLens de Microsoft. Merci Emmanuela. Et Julien l'actualité chaude. Mais oui, l'actualité. J'ai quelques actualités, pas aussi flamboyantes, mais ce mois-ci, une sélection de notre œuvre immersive, la première que nous avons créée, Noir, au FIPADOC, à Biarritz. Et puis j'en ai d'autres, mais bon. Tu nous rappelles ce qu'est le FIPADOC en 2 mots? C'est un festival de documentaires qui a lieu à Biarritz chaque année. Un des grands festivals de documentaires effectivement européens qui a lieu à Biarritz. Julien, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Voilà, donc Julien Cazaram, je suis responsable de la XR à la direction innovation d'Inetom. Inetom qui est une société de services numériques de 27 000 personnes sur 28 pays aujourd'hui. Et donc, effectivement, tu parles également du consortium UMI 3D. Moi, je travaille depuis 2015, et le début de ma thèse, sur la collaboration en 3D, la standardisation, l'interopérabilité, comment on fait des univers virtuels qui sont accessibles par tout type d'appareils, de casques, comment on collabore à l'intérieur. Et l'actu chaude du moment, on participe la semaine prochaine au salon Learning Technologies, justement pour annoncer un module d'humains virtuels, c'est-à-dire d'avatars qui sont animés par des IA génératives. Je sais qu'un peu plus tard, on va essayer d'opposer l'IA générative et le métavers. C'est plutôt quelque chose qui va développer des cas d'usage et le ressusciter. D'accord, donc déjà des bons cas d'usage sur l'animation d'avatars virtuels. Tiens, puisqu'on en est à la question de le métavers, mort, ressuscité, mort cérébrale, est-ce que ça va repartir? Bref, sans rentrer dans le détail, moi ce qui m'avait marqué en lisant la mission exploratoire sur les métavers, donc je rappelle, c'est une mission qui a été menée à la demande du gouvernement pour essayer de définir ce que doit être une stratégie métaversique pour la France. Rapport qui a été rendu il y a plus d'1 an maintenant, mais dont on devrait, paraît-il, commencer à avoir quelques-unes des premières applications concrètes avec des appels lancés sur ces sujets de métavers, univers virtuel dans les prochaines semaines. Je ferme la parenthèse. L'un des grands enseignements de ce rapport, réalisé par Adrien Badevant, Camille François et Rémi Ronfard, c'est un peu ce que je disais en intro, c'est que l'arbre de méta ne doit pas cacher la forêt et la diversité, en fin de compte, de la flore des univers virtuels, et qu'il ne faut donc pas jeter ce bébé métaversique avec l'eau du bain de Facebook. Plus globalement, on voit que l'émergence de l'IA générative, l'effondrement des cryptos a un peu passé la question du métavers au second plan. Vous, votre vision pour le futur des univers virtuels, maintenant que cette hype est un peu derrière nous, elle se fonde sur quoi, si vous deviez nous parler de ce que peut être les univers virtuels de demain, en quelques mots? Qui veut commencer? Qui veut se lancer? Je pense que pour dire les choses simplement, on peut voir qu'effectivement, les essais des milliardaires américains ou chinois, avec Pico, ByteDance, la maison mère de TikTok, pour se lancer dans le B2C, donc le consumer, acheter des casques à la Fnac et Darty, c'est une tôle financière pour le moment. Il n'y a pas de réalité d'entreprise en fait dans l'usage, en tout cas des casques au niveau du grand public. Vraiment, il n'y en a pas. J'ai témoigné au bureau du procureur de New York sur le fait que Meta vendait ses casques à perte dès le Quest 2. Nous, on a à peu près les mêmes composants dans notre casque, on sait combien ça coûte, et ils ont créé en fait un marché qui est complètement décorrélé de la vraie valeur de ces objets. Il suffit de le voir avec Apple qui sort un casque à 4 000 € pour l'Europe bientôt. Et la réalité d'entreprise et les usages, ils sont encore et toujours dans le B2B, dans l'industrie. Et en fait, si vous regardez l'histoire de l'innovation, toutes les innovations technologiques, généralement, ça commence dans l'armée, après ça va dans l'industrie, et après ça finit éventuellement à la Fnac et Darty. Par exemple, le téléphone, c'est ça. Les moyens de télécommunication radio pour les armées. Après, on a vu les businessmen dans les années 90 avec leurs mallettes et leurs téléphones portables. Et aujourd'hui, on l'a tous dans la poche.
La réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'est pareil, ça a été développé à l'armée pour l'entraînement des pilotes de chasse notamment et de faire tout un tas de choses. Il y a depuis des dizaines d'années des cas d'usage industriels, je pense, Julien, tu pourras aussi en parler mieux que moi, et qu'il y a des entités financières représentées par les GAFAM qui ont essayé de forcer la porte de ces innovations en allant un peu trop vite, et on voit la tôle financière que c'est quand même 1 milliard par mois cramé chez Meta. Alors il peut se le permettre, lui, moi je ne pourrais jamais, mais c'est honorable parce que c'est lui qui nous permet d'avoir du bon matériel, etc. Mais c'est pas là, quoi. D'accord. Et d'un point de vue B2B, pour un acteur comme Lynx, qui sont où les premiers marchés, les premiers secteurs qui vont utiliser les casques? C'est marrant parce que c'est 3 secteurs, c'est défense, médicale et industrie. Et dans ces 3 verticales, les gens font toujours la même chose. Formation professionnelle, qui est en fait un jeu vidéo virtuel, un jeu vidéo sérieux. Donc formation professionnelle et assistance à distance, on voit beaucoup de choses comme ça. Voilà. Constat partagé chez Inetum? Alors complètement partagé. Effectivement, je pense qu'on a essayé de... Alors c'est pas parce que quelqu'un qui a une vision et un gros budget décrète que c'est l'avenir, en fait que ça va arriver la semaine d'après. On a essayé de monter des plateformes sans avoir de cas d'usage grand public, en tout cas, ou d'intérêt pour les utilisateurs. Les essais qui ont été faits autant par ByteDance que par Meta, ce qui était vraiment frappant, c'était le nombre d'utilisateurs qui ne se connectaient qu'une fois. Parce que c'est bien la preuve qu'ils n'ont rien trouvé dans les plateformes aujourd'hui qui les amène à revenir. C'est pas parce que c'est une mauvaise idée de faire de la VR collaborative grand public, c'est parce qu'on n'a pas encore inventé ou compris la raison qui amènerait les gens à revenir. Voilà, donc c'était beaucoup trop tôt. Et effectivement, nous, ce qu'on voit se développer, parce que de l'immersif dans l'industrie, on en fait depuis 20 ans, hein, avec les salles immersives, les caves qui ont pu fleurir notamment dans l'automobile et dans l'aéronautique. Le vrai changement, c'est le nombre d'utilisateurs dans le B2B. C'est-à-dire qu'on voit effectivement aujourd'hui, notamment par la formation, aujourd'hui nous on travaille quasiment que sur de la formation sur notre plateforme, et avec ce matériel qui est beaucoup moins cher, hein, mine de rien, un cave qui coûte des millions et un casque à quelques milliers d'euros, que ce soit 4000 ou vendu à perte 600 €, c'est beaucoup moins cher que le matériel d'avant. Et ça ouvre la voie à des cas d'usage de collaboration sur les sujets de formation, de travail collaboratif. On travaille nous en ce moment sur l'académie virtuelle de Stellantis sur des sujets de travail collaboratif. Ça peut toucher des milliers de personnes sans s'appeler un métavers et sans être grand public. Donc effectivement, mais ça va beaucoup plus lentement que ce qu'on a voulu nous faire croire. Très clair. Emmanuela, moi j'ai envie de tourner dès maintenant vers vous parce que vous êtes un peu dans une approche évidemment culturelle, très contenue, peut-être ce qui a manqué aux premiers utilisateurs qui sont arrivés sur ces sujets-là et qui sont repartis aussitôt. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, d'un point de vue moins plateforme, provider tech, mais d'un point de vue production de contenu immersive? Ça ressemble à quoi une œuvre immersive, premièrement, et comment est-ce que ça se distribue aujourd'hui pour réussir à toucher vos publics? Alors, une œuvre immersive, il y en a plein de types d'œuvres différentes, et je commence à circuler un petit peu dans les marchés, dans les festivals. Il y a 2 tendances en fait, c'est la réalité virtuelle, mais qui commence un petit peu à décliner, et c'est les expériences immersives de type Atelier des Lumières, peut-être que vous connaissez. Donc être à plusieurs immergés dans une pièce avec des projections de vidéos. Nous, ce que nous faisons, c'est encore différent. C'est vraiment, c'est peut-être le moment de montrer le précis. Alors, donc moi, je viens du vieux monde, donc du monde du film, du cinéma, du documentaire, et mes collaborateurs viennent du monde du théâtre, donc c'est encore plus vieux. Et nos diffuseurs restent encore des diffuseurs assez classiques. Donc, vous voyez noir, c'est une œuvre qui a été une installation immersive, donc qui a été créée et présentée pour la première fois au Centre Pompidou. Donc, c'est vraiment un lieu très très classique, mais avec qui nous avons collaboré d'une manière un peu différente parce que, par exemple, c'est une œuvre qui a été programmée au sein du département du spectacle vivant. Donc, c'est pas vraiment du spectacle vivant, c'est vraiment à la croisée, c'est une forme hybride qui est à la croisée de plusieurs disciplines. Je crois qu'on a quelques vidéos. Il y a quelques vidéos, oui.
où disons que l'élément technologique et donc la virtualité est seulement un des éléments parmi d'autres. L'immersion vient vraiment de plusieurs... Alors là, vous voyez donc comment ça se passe. Donc les visiteurs, c'est des petits groupes de personnes, une dizaine de personnes arrivent sur une scène. C'est une salle comme une boîte noire, hein, c'est un espace de 200 mètres carrés. Là, pour le Centre Pompidou, ça peut être plus petit. Et il y a un décor physique. Ils mettent des lunettes de réalité augmentée, donc c'est le HoloLens 2 fabriqué par Microsoft, des casques à conduction osseuse, et ils sont immergés dans un espace qui est donc à moitié réel et à moitié virtuel. Les lunettes permettent d'afficher des hologrammes, donc c'est ce que vous voyez. Et donc c'est voilà, du storytelling, c'est un documentaire, c'est l'histoire de Claudette Colvin, une adolescente noire dans les années 50, qui fait pour la première fois le même geste que Rosa Parks, donc de refuser de céder son siège à une personne blanche. Et donc c'est son histoire qui est racontée. Ça dure une demi-heure et c'est une expérience qui est vécue par un petit groupe de personnes ensemble. Donc pour nous, l'idée en fait et le souhait aussi des mondes virtuels, c'est de garder le lien avec le monde réel et de créer des connexions plutôt. Très clairement. Et je voulais qu'on s'attarde un petit peu, je le disais au début, qu'il y a voilà, un formidable dynamisme des acteurs technologiques des technologies immersives. Là, on voit, je crois, la solution 4D View de captation volumétrique. Là, nous avons filmé donc chez 4D Views, donc c'est des studios qui sont... Il y a un studio à Grenoble, donc c'est un studio français, mais qui vend des studios un petit peu partout dans le monde. Nous avons fait une coproduction avec Taïwan, un coproducteur taïwanais, pour des questions de facilité aussi de financement. Et nous sommes allés donc dans ce studio, qui est un studio fond vert, avec 48 caméras qui sont tout autour, en fait, disposées de manière circulaire. Les acteurs se mettent au milieu et ils sont filmés. Donc c'est comme un tournage d'un film classique, c'est ça que nous faisons. Nous sommes des producteurs de cinéma à la base et de documentaires. Et, sauf que là, on filme le volume. Et le résultat, c'est donc ces personnages que vous voyez, des hologrammes, qui sont après mis dans un monde qui est à moitié réel, à moitié virtuel, parce qu'il y a des objets aussi qui sont créés à l'ordinateur. Et donc, il y a un monde virtuel qui est superposé au monde réel. Donc, il y a des objets, il y a une scénographie très simple, mais avec donc un peu de mobilier. Là, c'était des bancs, des murs et d'autres éléments de mobilier. Sur lesquels se superpose cette scénographie virtuelle qui crée des mondes et qui nous permet de raconter des histoires. C'est ce que nous faisons, c'est raconter des histoires. Et moi j'ai envie de poser un peu une question qui fâche, mais je suis aussi là pour ça. Pourquoi pas sur un casque Lynx? Pourquoi HoloLens? Ça je peux répondre. Ah. Ça c'est... En fait, on aurait dû le faire, mais on avait essayé. Vous aviez essayé, c'était top, je me souviens au Centre Pompidou, et je pense que c'est la grande frustration de ma vie, qui est partagée par plein de personnes dans cette salle, c'est que on a eu chez Lynx beaucoup de retard dans notre production et dans le fait de pouvoir notamment mettre à disposition des casques pour ce genre d'expérience au fur et à mesure des années, parce qu'on n'a jamais eu, mais jusqu'à présent, les financements nécessaires. Pour vous contextualiser l'aventure Lynx, on a un casque qui sort d'usine à peine aujourd'hui, qu'on a industrialisé, qu'on a conçu, et tout ça, ça nous a coûté entre 6 et 7 millions d'euros, qui correspond à 30 minutes chez Meta en fait en termes de budget. Et la réalité, en fait, la réalité de ce marché, c'est que si vous regardez tous les gens qui font des casques dans le monde, il y en a de moins en moins. Il y avait 230 entreprises en 2016 qui faisaient ou voulaient faire un casque. Aujourd'hui, il y en a vraiment plus beaucoup. Et quand on regarde, à part nous, c'est que des sociétés capitalisées au moins 1 milliard. La plus petite, je crois, ça doit être HTC à côté, qui est encore assez grosse. Chirwang, c'est la femme la plus riche d'Asie quand même. Donc on est en train de créer un champion européen qui, j'espère, va pouvoir nourrir pas mal d'expériences, parce que quand je vois les images sur HoloLens 2, ça me fend le cœur. Alors qu'il y a des super outils de capture, 4D Views, etc. Le contenu, il est incroyable. Et donc, c'est une frustration, je pense, que je vais porter assez longtemps. Voilà. Ça va venir pour d'autres projets.
Mais oui, ce sera j'en suis sûr, sur les prochaines expériences. Bon, la question était un peu provocatrice, mais elle pose aussi pour moi une question fondamentale, et on vient un peu au cœur de la discussion, c'est celle de l'interopérabilité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, à ce que demain, une œuvre développée sur HoloLens, suite à une décision de Microsoft qui leur appartiendrait et qui pourrait être légitime, ne soit plus accessible ou vous oblige à tout recoder, parce qu'en fin de compte, on est sur un device propriétaire et... Alors, on espère dans la lenteur un peu de Microsoft, parce que c'est vrai que là, HoloLens 2, il est sorti il y a 3 ans. Nous, on espère exploiter cette œuvre encore au moins 3 ans. Et ils sont très lents dans la mise sur le marché de nouveaux produits, donc peut-être que ça va passer. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, c'est vrai, on n'est pas à l'abri, en effet, d'un changement. Là, pour l'instant, ça va, mais on étudie, nous, on fait tout en interne, en fait. On a une équipe interne qui a vraiment étudié ce système. Là, c'est un système de streaming qui permet donc d'afficher des images puissantes. On n'utilise pas du tout la puissance du casque, qui est très faible. Ça équivaut à la puissance d'un téléphone portable. Donc, on a derrière chaque... casque, on a un ordinateur qui permet donc d'afficher de belles images. Et donc de ce côté-là, on est autonome, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on a choisi ce dispositif, mais je pense que on pourrait dire la même chose pour d'autres dispositifs. Là, on est prêt à migrer, évidemment, on n'est pas marié avec Microsoft et on est prêt à migrer plus tard. Et Stan, j'imagine que c'est une question que vous vous êtes posée, de répondre à cette envie des créateurs de contenu d'être en fin de compte multiplateforme, multidevice, et de ne pas avoir à se poser la question de ce qui peut advenir. Alors HoloLens 3 a été annulé en mai 2021, pour ceux qui l'attendent encore. Alors, il n'y aura pas de HoloLens 3, donc ça c'est pour le cas de Microsoft. Après, pour le cas de l'interopérabilité, nous, on a tous les jours des gens qui viennent dans notre bureau, qui viennent soit du monde du Quest, soit du monde d'HoloLens, donc soit de la R, soit de la VR. Et qui disent, bah voilà, j'aimerais porter le truc sur Lynx. Et par exemple, pour passer d'HoloLens à Lynx, c'est 15 minutes. On a un témoignage d'un développeur qui a dit, j'ai mis 15 minutes à porter. Il y a des standards maintenant d'interopérabilité, notamment OpenXR. Il y a WebXR pour les gens qui travaillent sur le web. Et le runtime en fait, de Lynx est entièrement bâti sur ces standards. Et c'est la meilleure chose qui soit arrivée à une petite boîte comme nous, c'est qu'il y ait justement ces standards qui évitent à des créateurs derrière d'avoir à migrer, à tout réécrire et que ça dure 6 mois. Ils viennent d'où ces standards? Qui travaille dessus? Qui les définit? C'est Chronos. Donc Chronos, c'est eux qui font OpenGL et tout un tas d'autres standards. Et donc c'est un non-profit américain dans lequel évidemment il y a Nvidia, Apple, Meta, etc. qui ont réussi à se mettre autour de la table pour faire ce genre de standard. Et étrangement, il n'y a pas Apple, évidemment. Donc on va dire que tous les casques vont être compatibles les uns les autres ensemble à court moyen terme. Sauf le casque d'Apple, qui va être une autre discussion qu'on aura plus tard. Ok. Julien, toi aussi, c'est une question que tu connais bien, je crois, celle de la définition des standards. C'est une question qui est au cœur de tout ce qu'on fait aujourd'hui, notamment parce qu'on a des industriels qui ont vécu ce problème, qui ont développé des expériences immersives sur des caves, qui les ont jetées pour développer sur des casques filaires, qu'ils ont ensuite jetés pour développer sur de l'autonome. Quand on fait de la revue de conception de produits pour 30 personnes dans un laboratoire de design, c'est entendable parce que les retours sur investissement sont énormes, donc on peut se permettre ça. Quand on fait de la formation immersive avec des milliers de modules de formation pour des milliers de collaborateurs, c'est évidemment impossible à entendre. Donc cette interopérabilité-là, elle est primordiale. Ces standards comme OpenXR, ils nous ouvrent la possibilité de faire du matériel qui tourne sur tous les casques. Là-dessus, sur le hardware, effectivement, à part avec Apple, ils ont réussi à se mettre d'accord pour faire des standards. Ça ne règle pas tous les problèmes logiciels. Ce qui fait que cette migration elle est extrêmement rapide entre un Lynx et un HoloLens aujourd'hui, c'est que mine de rien, le mode d'interaction avec ce casque est très semblable. Entre un smartphone, un Lynx, un casque Meta qui a des manettes, et puis un PC, la bonne ergonomie est complètement différente. Et c'est vraiment nous là-dessus qu'on travaille avec UMI3D depuis 7 ans maintenant, sur le fait d'avoir un standard qui est plus au niveau de la connexion à ces mondes virtuels, qui permet de dire que le monde virtuel, il est hébergé quelque part, je m'y connecte avec mon appareil, il y a un navigateur qui gère l'ergonomie. Voilà. Et quand je veux migrer tous mes contenus, je crée le nouveau navigateur pour le nouveau type de casque, et instantanément je me connecte à tous mes contenus. Et surtout, je ne suis pas obligé d'avoir tous mes utilisateurs qui changent de matériel. Je peux avoir quelqu'un
qui va accéder à mon expérience sur PC, un autre sur smartphone, et puis ceux qui ont la chance d'avoir du matériel de réalité virtuelle vont pouvoir le vivre en immersif. Mais ça, c'est très important, et je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit tendre en termes d'accessibilité, c'est qu'un monde virtuel, il doit être accessible sur site, on l'a vu avec de la projection holographique et une expérience qui est collaborative et incroyable, mais j'aimerais aussi pouvoir la vivre de mon smartphone ou de mon PC à distance, pouvoir la vivre dans d'autres locaux avec d'autres casques de réalité virtuelle, sans avoir à tout redévelopper et à tout adapter. Très clair. On parlait aussi d'IA, et notamment d'IA générative. Julien, t'en parlais avec nous. Honnêtement, nous, on se pose beaucoup de questions chez Cap Digital sur la façon dont l'IA peut révolutionner, ou va révolutionner, je pense qu'on peut le dire, le monde de la 3D, des VFX, de l'animation. On voit la révolution que ça a été dans le domaine de l'image, de la vidéo. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas dans cette question de l'informatique graphique plus générale, et qui va donc, d'une façon ou d'une autre, bouleverser le secteur, et peut-être même commencer par les univers virtuels avant de réussir à être intégré dans les grands studios de jeux vidéo ou chez Pixar ou DreamWorks, qui ont évidemment des niveaux de qualité attendus extrêmement importants. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre analyse à vous sur la façon dont l'IA générative, pour le coup, peut-être empoignée. Peut-être toi, Julien, tu me disais que tu travaillais déjà en fin de compte sur la question. Il y a évidemment tous les sujets de génération de contenu 3D, puis on les regarde de très près et ça va très rapidement bouleverser la production de contenu. Mais aujourd'hui, nous, on le regarde surtout sur les aspects IA générative texte, qu'on connaît bien, avec GPT notamment, qui viennent transformer les expériences de formation qu'on peut créer en immersif. Je m'explique, on parlait de Serious Game. Donc, le Serious Game, c'est une histoire qui a été écrite par un game designer qui a conçu un jeu avec un storytelling qui est dans le marbre et qui est toujours le même. Aujourd'hui, on a la capacité, avec ces IA génératives, à créer des personnages, à créer des environnements 3D qui vont s'adapter complètement à l'utilisateur. C'est-à-dire que je ne fais plus du serious game, gestion des conflits en réalité virtuelle, je fais du coaching. J'amène un coach qui écrit un personnage et j'ai une personne, un collaborateur qui va parler librement à ce personnage. Donc on est capable d'amener ces situations de la vie réelle, on est capable de vraiment refaire du coaching, alors qu'avant le Serious Game VR, je mettais un casque, je suivais le scénario, j'arrivais à la fin, j'avais gagné des compétences, mais c'est complètement différent que de faire du coaching en immersif. D'accord. Et ça, pour rentrer un petit peu sous le capot, ça fonctionne comment? C'est des intégrations de ChatGPT dans les solutions développées chez Exactement. C'est une intégration de ChatGPT. Alors, sans dévoiler les détails techniques de ce qu'on publiera la semaine prochaine, l'idée, c'est qu'au lieu de dire à ChatGPT de génère-moi une réponse parce que tu es un assistant virtuel, on lui dit génère-moi la réponse, l'animation et l'émotion d'un personnage virtuel. Finalement, ça revient au même que tout ce qui a été fait sur GPT pour écrire des BD, pour écrire des films. Là, tout simplement, on écrit la suite d'une histoire qui se passe en virtuel. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on crée un personnage? On prend une ligne de texte, on lui dit, prends son avatar, on le pose, on lui dit, maintenant tu es Dominique, tu es un commercial intraverse, et tu vas utiliser tel document PDF comme base de compétences. Instantanément, j'ai un avatar qui a de l'émotion, qui est capable de répondre à toutes les questions sur le produit parce qu'il a une base de connaissances, donc il hallucine pas. En temps de création par rapport à ce qu'on faisait avant en formation soft skills, c'est-à-dire faire venir des acteurs, faire un dialogue dirigé, tourner tous les scénarios possibles, là on est sur 5 minutes. Je peux créer un commercial à partir d'un PDF sur l'offre en 5 minutes. Très clair. Stan, un mot sur l'IA générative, ou en fin de compte c'est un sujet dont vous êtes un peu loin Non. Un peu pour rejoindre des offres comme Noir, je pense que ça va être un accélérateur en fait, de création de contenu. Je ne sais pas si ça va bouleverser, ça va clairement accélérer, ça c'est sûr. On le voit utiliser de plus en plus et je pense que ça va être incroyable couplé à des produits comme le nôtre parce que déjà nous on capte énormément de données par rapport à un ordinateur où on capte le déplacement d'une souris et des clics. Là on capte où est-ce que vous regardez, comment vos mains, votre niveau de stress, si vous regardez plutôt les avatars femelles que hommes, du coup on connaît plein de choses sur vous que vous connaissez peut-être même pas encore. Et quand on va coupler ça avec une IA, ça va être super flippant. Et du coup, face à des boîtes comme Meta, qui en font des rêves tout mouiller la nuit en disant les données qu'on va pouvoir exploiter, ce qu'on va pouvoir mettre en face des gens, etc. Nous, on est content chez Lynx d'exister et d'apporter une réponse un peu plus européenne à ces trucs-là.
Et il y a déjà de l'IA embarquée, par exemple, dans les casques ou Oui, alors pour être précis, nous, le suivi des mains, c'est une IA qui tourne à 60 images secondes dans l'infrarouge. Et dans la prochaine version d'un casque sur lequel on travaille, il y aura beaucoup plus d'IA pour reconstruction d'environnement, etc. Ouais. Ok. Côté Novaya, j'imagine qu'on se pose aussi des questions. Peut-être qu'on utilise même déjà un peu de l'IA générative. Nous, alors, on n'est pas vraiment impacté pour l'instant. Si, on se fait aider par ChatGPT, évidemment, dans notre quotidien professionnel. Après, disons que oui, c'est sûr que ça va, certainement, ça aura un impact sur certains métiers de notre domaine, donc les comédiens, les voix off, Oui, donc pour l'instant, on préfère utiliser des vrais acteurs, filmer avec des vrais acteurs. Il n'y aura jamais, je pense, ces nuances de l'humain qui sont apportées vraiment par le facteur humain. Et j'espère que je pense que c'est irremplaçable. Ok, et j'avais aussi envie d'aborder la question de la puissance de calcul, parce qu'on a vu que c'était évidemment une des clés d'entrée sur ces sujets-là dans le cycle haute densité. Est-ce que c'est un sujet pour vous, ou est-ce que finalement on est rentré dans une ère où la puissance de calcul suivra comme l'intendance? Ouais, non, jamais. On n'en aura jamais assez, ça c'est sûr. Et donc du coup aujourd'hui on est un peu dans cette rustine de soit on peut tout faire sur le casque, soit on va utiliser comme vous par exemple un PC à côté qui consomme comme un tank et qui va streamer dans le casque du coup le rendu ou certains algorithmes. Et il y a déjà une voie qui se dessine ou tout reste possible hein? Non, enfin, nous on voit la roadmap de notre partenaire Qualcomm justement sur les puces qui vont sortir dans les prochaines années et on va ce qui est sympa, c'est qu'on va vraiment abandonner les cas d'usage déportés parce que typiquement entre ce casque-là et le prochain, le GPU est 2 fois plus gros, le DSP est 4 fois plus gros. Enfin, il y a vraiment encore une progression assez importante. Il y a beaucoup de gens qui disent que la loi de Moore est morte. C'est vrai, mais du coup, dans les puces, maintenant, il y a vraiment des parties, des blocs spécialisés pour faire ce qu'on fait en temps réel sur les casques. Donc, faut encore s'attendre à vraiment pas mal de progrès là-dessus. Ok, Julien. J'irai dans le même sens. Je pense que les deux voies vont persister. Pour des raisons, évidemment, on a besoin toujours de plus de puissance, parce qu'aujourd'hui, on voit nos clients industriels qui ont des très gros assets 3D, et pour les faire tourner dans ces casques-là, ça leur coûte très très cher en optimisation. Évidemment, plus le casque est puissant, moins ils ont besoin d'optimiser, donc moins ça leur coûte de créer le contenu. En même temps, on a la voie du streaming, de rendre l'image à distance, de streamer. Bon, ça demande des infrastructures et des débits et des latences qu'on n'a pas forcément partout. Et puis surtout, qui ne sont pas applicables à tous les nombres d'utilisateurs. Quand je commence à imaginer avec certains de mes partenaires faire des événements à 500 personnes, imaginez qu'il me faut 500 GPU de gamers quelque part dans le cloud. Je dis juste au revoir à Stan et on croise tous les doigts pour clore cette levée de fonds. Pardon, excuse-moi. Voilà, je disais effectivement, imaginez qu'on va mettre un gros GPU et qu'on va tous consommer en ressources comme un hardcore gamer demain pour faire de la VR, c'est inimaginable sur des usages un peu plus massifs comme la formation. Par contre, le streaming disparaîtra pas. C'est inimaginable d'un point de vue puissance de calcul ou c'est inimaginable parce que c'est pas soutenable tout simplement? Aujourd'hui, c'est inimaginable parce que personne n'est capable de nous fournir le nombre de GPU qu'il faut. Les streamers nous disent oui, on peut t'ouvrir jusqu'à 50 jetons. Oui, si je fais un événement à 500, 50 c'est loin. Mais aussi, c'est pas soutenable. C'est pas soutenable. On sait ce que ces machines-là qui sont ultra puissantes consomment. Imaginez qu'on va en avoir des milliards, ça n'a aucun sens. À côté de ça, on a des gens qui font de la revue de conception collaborative de centrales nucléaires sur des données qui sont critiques et qui n'ont pas envie que le modèle 3D de leur centrale nucléaire soit streamé dans un casque Android. Et ils sont 5 et ils font du streaming sur une application comme celle qu'on a vue. On est 10 dans une salle, on peut streamer pour le flux pour 10 personnes. Voilà, donc pour les usages de masse, non, il faut que les images soient calculées par l'appareil. Puis pour certains usages de pointe ou quand on a besoin de faire du très beau, il faut garder un peu de streaming. Peut-être que la puissance de calcul sera un jour suffisante pour s'en passer, mais comme on veut toujours plus beau, un gros PC fera toujours plus beau qu'un casque. Et je voulais te demander aussi, on parlait, Emmanuela, de ce que nous disait Stan sur le backpack, comment est-ce que concrètement,
une expérience comme Noir aujourd'hui, pour que tout le monde comprenne bien, ça fonctionne comment? Il y a encore des câbles, il y a un sac à dos, Non, alors il n'y a pas de câble du tout. Alors nous, on avait commencé avec l'expérience précédente, on avait encore des batteries donc on mettait dans un sac à dos, mais ça faisait partie d'une sorte d'équipement. Les visiteurs étaient comme des explorateurs, donc ça faisait un peu partie de leur bagage. Et là, on a réduit et on a vu qu'on peut mettre une petite batterie juste sur le casque. Et donc c'est très léger. Voilà, l'idée, c'est la volonté d'avoir des équipements très très légers qui puissent être oubliés. L'idée vraiment, c'est de faire oublier la technologie. Donc batterie sur le casque. Toujours au service de l'immersion. Toujours au service de l'immersion et casque. Les casques audio, quand on peut, c'est des casques à conduction osseuse. Donc, qui sont le pendant sonore de la réalité augmentée visuelle. Et donc, il laisse libre les oreilles pour pouvoir aussi profiter du son spécialisé. Et côté débit, connectivité, ça fonctionne comment? C'est en Wi-Fi? Ça tourne comment? Bon, nous avons donc un streaming interne, en fait, un circuit interne, parce qu'il faut que ça soit stable et que ça génère du flux tout le temps. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans les explications techniques que ça. Est-ce que tu sais s'il y a des expérimentations 5G un peu sur ces questions-là on en parlait juste un petit peu avant. De la 5G dans les casques, j'en ai encore vu très peu. Ouais. Ce qui est certain, c'est que sur certains usages, ça va être absolument nécessaire. Parce que, tout simplement, des fois, parce qu'on est sur des endroits où il n'y a pas de fibre, il n'y a pas de Wi-Fi correct, etc. Tous les milieux industriels. Eu l'occasion récemment de faire des sessions de test avec des clients qui étaient en Inde, en télétravail. Alors c'était sur PC, ils n'avaient pas de casque là pour le coup. Oui, c'est de l'ADSL fibre. Impossible d'aller faire de la synchronisation temps réel d'avatar sans trop de latence sur ces réseaux-là. Donc la 5G, ça va effectivement ouvrir tout ce qui est collaboration de distance, c'est important effectivement. Tu t'évoquais aussi la question de la soutenabilité des modèles. Je voudrais qu'on creuse un petit peu si c'est possible. Est-ce que typiquement chez Novaya, c'est une question que vous vous posez? On sait qu'il y a des grands mouvements aujourd'hui sur l'éco-prod. Oui, c'est une question qu'on se pose forcément parce que nous travaillons surtout avec les aides publiques, et les aides publiques vont être conditionnées à juste titre à la mise en place d'une démarche éco-responsable. Donc on est vraiment un peu au début de ces questions-là. On essaye d'utiliser du matériel recyclable et aussi durable, et de faire en sorte que ça dure longtemps, et des systèmes de refroidissement, d'essayer de réduire aussi les serveurs, faire des économies dans ce sens-là. Après, c'est sûr que l'impact des expériences culturelles n'est pas tellement là-dedans, mais c'est plutôt les déplacements et les déplacements des visiteurs. Donc là, pour l'instant, on n'y peut rien. On essaye d'aller un peu partout, mais d'y aller en train quand c'est possible. D'accord. Et c'est vrai que pour les tournages aussi, il peut y avoir un coût environnemental assez important quand on va tourner très loin. Alors, dans le cas de Noir, je crois que vous êtes un peu loin. On est mauvais élèves. Ouais. Bon, après, on essaye en effet, il y a un studio de 4D Views maintenant en Ile-de-France, donc extensible. Donc on commence à être aussi partenaire. Donc on y va. Un studio à Grenoble. C'est sûr que quand on est allé à Taïwan, c'était un peu loin. On va essayer de limiter, et puis on fait pas beaucoup de tournage non plus. Donc. Oui, contrairement à d'autres productions audiovisuelles. Chez Inetum, comment est-ce qu'on aborde cette question Alors je n'irai pas sur le domaine du hardware et du recyclage du hardware, c'est plus une contrainte, une question pour Stan, mais sur lequel il y a un vrai sujet, parce que le matériel est aujourd'hui à la fois peu durable et peu recyclable. Donc là, c'est plus une pression qu'il faut mettre sur l'industrie pour construire du matériel qui est recyclé en termes de composants. Nous, on le regarde plutôt sur deux niveaux. Sur un niveau d'usage, sur effectivement pousser des cas d'usage en formation. Je vois des cas qu'on a avec des clients où la seule usine similaire, elle est à l'autre bout du monde, et aujourd'hui, quand ils ouvrent une nouvelle usine, ils prennent 250 personnes, ils les mettent dans un avion et ils les envoient se former un mois à l'autre bout de la planète. Donc là, évidemment, quand on peut faire de la formation immersive, l'impact carbone, il est largement positif. Le peu de serveurs qu'on consomme est bien meilleur. Et ensuite, il y a un niveau logiciel. C'est-à-dire que nous, au niveau de nos plateformes, on travaille vraiment sur la frugalité, sur des infrastructures qui s'éteignent quand elles ne sont pas utilisées, qui s'étendent quand elles sont fortement sollicitées.
et vraiment sur un travail d'optimisation des flux réseau, parce que tout ce qui est consommation réseau a une tendance à générer de l'empreinte carbone. Et où là encore, la volonté de ne pas faire de streaming massif dans la plateforme réduit fortement l'empreinte carbone. Parce qu'une synchronisation de scène 3D, c'est quelques positions qui se synchronisent pour des objets qui bougent, c'est quasiment rien en termes de réseau. Des flux vidéo 4K ou 8K pour chaque œil qui passent par milliers, évidemment, ça c'est une empreinte qui est bien supérieure. Pas que carbone d'ailleurs, parce qu'il y a une empreinte hydraulique, on le sait aussi très, très importante. Merci à tous les deux. J'ai envie de vous laisser la parole à vous. Vous êtes nombreux ce soir. Si vous avez des questions pour nos intervenants, on les pose bien volontiers. Je vais prendre le micro. Tac. N'hésitez pas à vous présenter. Question sur le terme d'hologramme que vous avez employé pour essayer de peut-être savoir si c'est une métaphore ou à quoi ça correspond dans l'ère mix que vous proposez. Merci. Oui, hologramme, c'est des images, des personnages, des objets en 3 dimensions. En fait, donc vous mettez le casque et vous pouvez vous approcher de ce personnage, tourner autour et donc de voir le volume de cet objet ou de ce personnage. Donc c'est des hologrammes, par contre, qui sont visibles seulement à travers les lunettes. Oui. Merci. Je m'appelle Serge. Donc je m'intéresse au métavers. Je n'ai pas entendu parler de ça ce soir. Je ne sais pas si on oublie complètement ou bien voilà. Merci. De quel métavers parlons-nous? C'est peut-être ça la grande question. Julien. Alors je vais pas me faire que des amis là dans les grandes boîtes américaines. Le métavers, dans l'idée qu'on s'en faisait vraiment dans la définition originelle, c'est-à-dire un monde virtuel, universel, où toutes les expériences 3D immersives seraient connectées, interopérables, où je pourrais changer d'expérience immersive en passant une porte, etc. Aujourd'hui, on va dire qu'il a pris du plomb dans l'aile. Tout simplement parce que les grands de ce monde, que ce soit Unreal Engine, Epic Games, donc avec Fortnite, ou Meta avec la plateforme Horizon, ont pris plutôt l'idée de faire quelque chose de pas du tout standardisé, qui est leur métavers, interopérable à l'intérieur de lui-même pour ses propres utilisateurs. Et puis que finalement, c'est ces acteurs-là qui aujourd'hui sont capables de financer et de mettre en œuvre une standardisation, et ils vont dans la direction opposée. Donc ça risque pas forcément d'arriver. Donc effectivement, nous, c'est ce qu'on essaie de construire avec la technologie open source UMI 3D, de dire oui, on peut avoir des gens qui utilisent le même framework, la même technologie, un petit peu comme HTML, qui vont pouvoir créer des liens. Ok, ça sera le métavers le jour où, comme pour HTML dans le web, tout le monde utilisera la même chose. Aujourd'hui, on ne prend pas cette direction-là. Juste une question, moi, sur l'interopérabilité. Alors, j'ai vu pour Lynx comment il faisait, donc il y avait un organisme de certification, un petit peu de normalisation. Mais vous, je ne sais pas si c'est vraiment de l'interopérabilité, mais pour unifier l'interface utilisateur, ça marche comment? Vous faites ça tout seul ou il y a un écosystème de gens qui travaillent là-dessus pour unifier les modes d'entrée par différents matériels? Alors effectivement, il y a un consortium autour du UMI 3D qu'on a créé, donc il y a France Immersive Learning, il y a des universités, il y a des utilisateurs également qui étaient dans ce consortium à l'origine. C'était plutôt l'idée de discuter, parce que c'était en 2019, c'était très tôt par rapport à cette thématique-là. Aujourd'hui, c'est plutôt Inetum qui est l'éditeur unique, même s'il y a quelques universitaires qui participent ponctuellement sur des projets de recherche. Nous, l'objectif, c'était avant tout, avant d'en faire un standard, parce qu'un standard, c'est quelque chose qui passe par un organisme de standardisation, c'était d'en faire un framework open source et ouvert. Voilà. On va le créer, on va l'ouvrir, parce qu'on voit que les groupes de standardisation autour du métavers, il y en a un qui est porté par Chronos d'ailleurs, il est aujourd'hui, il regroupe tous ces grands acteurs qui discutent et puis qui finalement ne font que très peu de choses, et font finalement le contraire dans les mondes virtuels qu'ils développent. Donc effectivement, nous, on n'est pas un organisme de standardisation, on a pris l'objectif de dire on fait quelque chose qui a un protocole web qui est open source, qui est ouvert pour garantir une interopérabilité demain avec tout ce qu'on fera.
mais on développe d'abord des usages dans une démarche open source avant de standardiser. On parle beaucoup de Chronos. Moi, je voulais juste préciser une petite chose, parce que ça fait un moment que je les suis d'assez près. Chronos, c'est quand même très ambigu. C'est-à-dire que le type qui s'occupe aujourd'hui du métaverse, d'OpenGL, de Vulkan, etc., c'est un employé de NVIDIA. Alors oui, ça a toujours été comme ça. Toutes ces grosses boîtes ont toujours discuté au sein des standards. Chronos, c'est une organisation un peu nouvelle, mais elle est quand même très, très noyautée politiquement en ce moment. Et tout est poussé sur l'usage de deux outils, OpenUSD, mais qui est quand même un outil très lourd et qui correspond bien aux grosses boîtes de prod, mais qui est très, très dur comme accès pour des petits, je dirais. Et puis l'outil de NVIDIA qui s'appelle Omniverse, qu'ils essayent d'imposer à tout le monde. Et puis au passage, c'est marrant, mais ça fait quelques années que Apple est devenu ce qu'était Microsoft autrefois, c'est-à-dire que Microsoft pour les développeurs était le mal incarné parce qu'ils avaient des standards fermés. Aujourd'hui, c'est Apple. Alors bon, je partage un peu le constat sur Chronos. Pourquoi ça a marché Chronos sur deux aspects, sur le contenu USD et GLTF, qui est aussi le modèle un peu allégé, et sur OpenXR et Vulkan, voilà, qui sont les standards de communication GPU. Parce qu'effectivement, tous ces acteurs avaient intérêt à pouvoir parler de la même manière à n'importe quel GPU. Ils avaient intérêt à pouvoir s'échanger du contenu 3D. En fait, ils n'ont pas vraiment d'intérêt aujourd'hui à interconnecter leur monde virtuel. Autrement que sur les contenus 3D à l'intérieur. Et c'est, je pense, pour ça que politiquement, ça n'avance pas. Bonjour. Alors, je suis Stéphane Knecht, moi je suis conseiller en stratégie digitale. Pour rester dans la thématique du jour sur l'interopérabilité des métaverses, on a vu, et vous en avez fait la démonstration, que finalement c'était un mythe et qu'on n'y est probablement pas, et les bridges qui devaient être développés ne le seront jamais. Je me demandais, pour relier aussi à l'appétence en ce moment sur l'IA, et peut-être à ce que tu disais aussi sur les avatars, est-ce qu'il n'y aurait pas, et moi j'ai beaucoup de demandes de mes clients qui vont dans ce sens-là, c'est une vraie point d'interrogation, est-ce qu'il n'y aurait pas une mini-interopérabilité dans le sens où, en fin de compte, il va se développer une relation personnelle à son propre identité numérique dans ces mondes-là, donc tu l'appelles avatar, mais on peut utiliser d'autres termes. Est-ce que c'est pas l'avatar qui pourrait être en fait interopérable et non pas l'univers en lui-même? Et on voit déjà des initiatives de gens qui sont en train de réfléchir sur une interopérabilité technique, quid de la data, de l'échange de data là, mais alors là je vais parler plutôt pas d'expérience VR, mais du développement d'un Fortnite, du développement de Roblox, du développement de tous ces univers un peu plus, on va dire, 2D traditionnels. Il y a une vraie réflexion aujourd'hui qui a été initiée il y a quelques années par le développement d'un Ready Player Me qui se voulait déjà être interopérable, finalement qu'il l'est sur 4-5 univers, mais est-ce que la clé, elle ne serait pas là plutôt que d'aller combattre quelque chose qui ne se fera jamais, passer par ça, et l'IA va amener naturellement sur ce chemin-là. Point d'interrogation. Alors, je séparerai un peu les choses, parce qu'effectivement, sur la 3D de l'avatar, on est nous-mêmes aussi sur notre plateforme Intraverse, sur Ready Player Me. En fait, on retombe dans le standard de contenu. Parce que ce qui sort comme avatar, c'est le fameux format GLTF qui est sorti par Chronos, où là, personne n'a aucun problème à ce que l'avatar puisse transiter d'une plateforme à l'autre. Par contre, effectivement, les données, les monnaies internes qu'ils ont essayé de mettre en place sur ces plateformes, ils n'avaient pas forcément d'intérêt à ce que ça communique. Ils veulent chacun avoir leur store et pouvoir ponctionner ce qu'ils veulent dessus. Donc là encore, c'est très politique dans leur business model, ils n'ont pas d'intérêt là-dessus. Des données qui pourraient s'échanger, nous on en voit déjà, mais là encore, on n'invente rien. Quand on fait de la plateforme de formation aujourd'hui, on passe par OpenBadge. Est-ce que c'est lié à l'avatar avec une blockchain? Non, pas forcément. Il y a une plateforme, il y a un LMS qui stocke donc le système de formation, qui stocke des badges dans un format qui est standardisé, lui, correctement, et on se les échange. Mais aujourd'hui, on ne voit pas encore un modèle de données, une typologie de données qui dit... Les usages sont très divers. Entre les données que pour avoir un utilisateur en formation, sur... des use cases grand public ou sur de la collaboration 3D, les données sont complètement différentes. Donc là encore, effectivement, quand tu sors avec ton avatar, avec la 3D à la rigueur, et quasi sans données, sauf s'il y a déjà des standards liés à ton cas d'usage. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Ouais, JP. En fait, pour
poursuivre un peu sur ce que tu disais, Julien, est-ce que tu peux préciser, est-ce que justement l'interopérabilité, ce ne serait pas plutôt par rapport au cas d'usage des utilisateurs qu'on pourrait la développer, donc que ça soit la partie jeux vidéo, quand tu parlais de Fortnite, mais ou la partie formation ou la partie industrielle, puisque certaines données de formation, par exemple, elles n'ont pas vocation à sortir du cadre de la formation et de l'entreprise, par exemple. Oui, complètement. Mais donc mais je reviens sur ce que je disais. Effectivement, si on veut de l'interopérabilité sur les connaissances qu'on acquiert dans les différents métavers, ça veut dire simplement que les différents acteurs qui développent de la formation immersive doivent se conformer aux standards qu'on a mis en place dans le monde de la formation digitale, que ce soit les open badges, que ce soit les capsules SCORM, les protocoles de communication avec les LMS. Et là encore, il y a un besoin en standardisation, parce que pour aujourd'hui connecter 2 ou 3 LMS justement avec notre plateforme, on se rend compte que ce qui a été prévu pour le digital learning, ça ne s'applique pas à la formation immersive métaversique, entre guillemets, parce que c'est de l'événementiel. Et l'événementiel, c'est pas du consommable, et puis tout le digital learning a été pensé pour être des capsules consommables dans une page web. Donc là encore, voilà, c'est pas standardisé. Il y a chaque plateforme de formation qui ouvre des API différentes. Et des fois, on peut faire ce qu'on voudrait en termes de capture standardisée de traces, et des fois, on ne peut pas. Voilà. Et puis rappelons quand même qu'être interopérable, ça ne veut pas dire forcément tout partager, hein. Nous, on le voit bien sur des programmes dans lesquels on est impliqué, notamment sur des plateformes d'échange de données, des data hubs. C'est aussi créer les conditions du partage, mais les règles de gouvernance qui définissent ce qui peut être partagé, ce qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on assure une forme de confidentialité. Il y a tout cet aspect-là qui doit évidemment être entré en ligne de compte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Stan qui n'est plus là, mais un grand merci, c'était particulièrement intéressant. On vous retrouve au cocktail, je crois, s'il y a encore quelques questions. Mais avant d'ouvrir le cocktail, je voudrais qu'on donne la parole à Vanessa Pénélope, déléguée générale de France Immersive Learning, pour que tu viennes nous partager quelques-uns des grands enseignements d'une enquête réalisée au premier semestre 2023 sur les usages de l'immersive learning. Je te donne la zapette, les slides apparaissent juste à côté. Super. Bonsoir à tous. Et merci de me donner en effet la parole concernant ce baromètre des usages. Donc, en quelques mots, France Immersive Learning, c'est une association qui existe depuis 2018 et qui a été fondée pour fédérer les acteurs de l'écosystème de l'immersive learning. Et ce soir, je vais vous présenter donc, un baromètre, et le premier baromètre qui a été généré par l'association et mis en œuvre par l'association, mais qui s'inscrit dans le cadre de travaux plus globaux, puisque l'année dernière, l'association a publié un premier guide de l'immersive learning pour démystifier le sujet et permettre au plus grand nombre de rentrer justement dans le comment faire, pourquoi faire, quels usages, quelles limites aussi et quels défis à relever dans le cadre de l'utilisation de cette modalité. Donc le fruit de ces travaux, je l'ai pris quand même aujourd'hui parce qu'on en est plutôt fiers. On est à plus de 1000 téléchargements de cet ouvrage qui est donc, je le rappelle, gratuit en téléchargement donc, sur notre site internet. Voilà. Et pourquoi je reviens sur cet ouvrage, puisque je vous disais, le baromètre est venu alimenter nos travaux donc, dans le cadre aussi d'un projet pilote d'observatoire des usages pour donner à voir une connaissance qui n'est que fragmentée aujourd'hui, malheureusement, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'aucun d'entre nous, ce soir, n'est capable de me lister qui fait quoi en termes d'immersive learning. Donc nous inscrivons ces travaux dans la durée et vraiment dans la logique et l'objectif aussi d'avoir des usages raisonnés, puisque tout à l'heure, j'entendais aussi des termes qui résonnent. Donc ce soir, je vais vous proposer de me focaliser sur quelques points seulement de l'enquête, à savoir donc, que c'est une enquête qui a été réalisée au premier semestre 2023 et qui va être renouvelée chaque année. Pour ce premier numéro de baromètre, nous avons eu 184 répondants qui ont passé plus de 20 bonnes minutes à répondre à une enquête très détaillée. Donc, on les remercie. On les remercie chaleureusement. Le profil des répondants, très rapidement. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous défiler toutes les slides, faire défiler toutes les slides. L'enquête et le baromètre sont téléchargeables complètement sur notre site. En revanche, je fais un focus sur quelques éléments assez intéressants. Si on regarde le profil des répondants et la manière dont ils s'auto
définissent en termes de fonctions, on a 25% de créateurs de solutions immersives, suivi de près de 17% d'ingénieurs pédagogiques. Et la slide suivante est intéressante, puisque quand on regarde où travaillent ces répondants, on s'aperçoit que la majeure partie sont dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des entreprises. Ce qui est un indice plutôt intéressant, puisqu'on parlait de la hype tout à l'heure. Je pense qu'on n'est plus à l'ère de la hype, mais on arrive à l'ère de l'ancrage, et que le fait d'internaliser des fonctions de créateurs de solutions immersives dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les entreprises, est un indice justement, comme je disais, d'ancrage et de pérennisation de cette modalité. Bon, je vous passe les slides sur la taille des structures. Hein, vous pourrez télécharger et prendre le temps de détailler cette enquête. En revanche, je voulais m'arrêter également sur l'utilisation et le déploiement des modalités immersives. Quand on regarde donc en termes d'utilisation et de déploiement, on a près de 70%, excusez-moi, de répondants qui déclarent avoir déjà utilisé les modalités immersives. Mais lorsqu'on regarde la proportion de projets en cours, on chute et on est à 21,5%. Alors là, c'est un raccourci, hein, on vous a fait une synthèse, mais quand on regarde et qu'on analyse la partie qualitative de cette enquête, on s'aperçoit que les projets sont souvent, on est encore sur du one-shot et qu'on n'est pas encore sur de la pérennisation, et beaucoup de projets pilotes qui ont pu être financés notamment grâce à l'appui des pouvoirs publics, puisqu'il y a eu un gros fléchage sur le numérique depuis des années. Hein. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est une réalité, et c'est aussi une réalité quand on regarde justement les projets qui sont déployés et le pendant entre j'ai déjà utilisé et j'ai un projet en cours qui est malheureusement un peu court. Les motivations, je voulais revenir sur la genèse aussi et vous donner une actu. Alors on ne m'a pas demandé mes actus chaudes, mais j'ai quelques actus chaudes à partager quand même ce soir. Eh bien je t'en prie, c'est le moment. Donc les motivations pour initier un projet d'immersive learning. Le premier facteur qui est à la genèse des projets au sein des structures, c'est la connaissance ou l'expertise au sein de la structure. Si on n'a pas de connaissance ou pas d'expertise, on n'ose pas encore y aller. Le deuxième facteur, c'est curiosité, appétence, et on a quelqu'un qui a envie dans la structure, ou quelques-unes qui ont envie de se pencher sur la modalité et d'explorer. Tout ça me fait rebondir sur... Hop, j'enchaîne rapidement. C'est curieux quand même de voir que l'acculturation soit aussi bas, pardon. Ça vous a pas surpris quand je vois ce que tu nous disais, Julien, sur les enjeux de formation, que ça explose aujourd'hui? Il n'y a pas une forme d'antagonisme? Il y a une forme d'antagonisme, sauf que tu vas voir un petit peu, si je continue, hop, si je regarde les freins, si je me penche sur les freins, aujourd'hui, les principaux freins identifiés par les répondants à cette enquête sont un frein en termes de maîtrise, de prise en main d'acculturation, donc un besoin criant de formation et de professionnalisation. Et le deuxième frein ressort en termes de conception des contenus. Et là, c'est très très complexe quand on ne connaît pas. Enfin, vous me passerez le terme, mais moi j'ai beaucoup d'adhérents qui sont des organismes de formation et qui me disent mais on est comme des poules devant un couteau, on ne sait même pas comment fonctionne une expérience immersive. Donc je les cite. La première actualité qui est assez intéressante, c'est que passer la hype, c'est l'art de l'ancrage, encore une fois, puisque dans le cadre de ses fonctions de service public et de ses missions de service public, l'AFPA est en train de travailler sur 2 titres. Ils ont une mission donc, en termes d'ingénierie des compétences qui leur est confiée par le ministère, et ces travaux sont soutenus par l'association. Et donc l'AFPA travaille sur un titre de concepteur et un titre de chef de projet en pédagogie immersive qui sera véritablement chef d'orchestre. Donc c'est un indice encore fort qui va dans le sens de ce que je présentais en tout début, à savoir une internalisation de la fonction et une professionnalisation finalement d'une filière, qui est la raison d'être bien évidemment de l'association, d'où le soutien de ces travaux. Donc, pour répondre à la question. Et puis, on ne peut pas présenter et parler de l'immersive learning quand on est chez France Immersive Learning sans parler des principaux bénéfices identifiés par les répondants. Donc,
sans grande surprise, un engagement accru des apprenants et une formulation qu'on aime beaucoup chez France Immersive Learning, c'est mobiliser le corps pour engager l'esprit, hein, puisque aujourd'hui, c'est une modalité qui fait ses preuves en termes d'engagement, d'ancrage. Et puis le deuxième bénéfice le plus fortement cité est la simulation de l'environnement de travail. Et volontairement, je m'arrête sur ce chiffre qui s'approche des 30%. Parce que la simulation de l'environnement de travail, c'est très important et ça permet notamment d'embarquer les premiers niveaux de qualification, qui sont des publics qu'on ne doit pas laisser sur le côté, puisque oui, se former aux soft skills et sur des formations complexes, c'est bien, mais embarquer tous les publics, c'est mieux. Donc voilà les deux chiffres. Et puis alors pour répondre... Enfin, renforcer ce que tu disais, Julien, tout à l'heure sur ton intervention sur la partie évaluation. Alors, je vous passe toutes les autres slides parce que voilà, vous aurez. Voilà ce qu'on a pu recueillir en termes de retour sur les types d'évaluation mises en place. Alors, les types d'évaluation mises en place pour mesurer les acquis, pour mesurer la progression, pour adapter les expériences immersives. Très clairement. Ces chiffres, les données ne sont pas exploitables. Il y a un vrai chantier aujourd'hui, et ça abonde totalement dans ce que disait par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure. C'est un chantier qui reste à adresser aujourd'hui et qui est très très important, puisque je rappelle que c'est une modalité, l'immersif, et que si on veut que les structures continuent à faire de l'immersif, il faut que cette modalité soit identifiable par les financeurs de la formation pour pouvoir rentrer dans certaines cases. Donc on s'attellera aussi au sein de l'association à travailler à ce sujet. Et puis enfin, pour clôturer, dernière actualité chaude, voilà. Donc il y a la question de l'évaluation qui est importante, mais il y a une autre question qui nous tient à cœur, et c'est même pas une question, c'est puisque c'est devenu un groupe de travail, qui est la question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc, l'association est très fière de lancer ce groupe de travail sur tout le premier semestre 2024. Donc on vous a mis un QR code puisque nous lançons des ateliers sur le premier semestre, 5 ateliers, pour travailler sur la manière dont on peut adapter les expériences existantes pour les rendre les plus inclusives possibles, et la manière dont on peut définir... Alors, il ne s'agit pas de réinventer le RG3A, etc., mais en tout cas redéfinir et produire un référentiel partagé pour créer des expériences immersives nativement accessibles, plus accessibles. Et ces ateliers sont ouverts à tous, on peut tous demander à y participer. Ces ateliers sont ouverts à tous et le seul prérequis est d'avoir au moins mis un casque une fois dans sa vie, donc même une fois ça fonctionne. Et bien évidemment, sur ces ateliers, nous aurons, puisqu'il ne s'agit pas de faire sans les personnes en situation de handicap, des personnes en situation de handicap moteur ou porteurs de troubles du neurodéveloppement, puisque je rappelle qu'une personne sur 8 aujourd'hui est atteinte d'un trouble du neurodéveloppement. Très clair. Un grand merci. Merci Vanessa. à vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le livre, je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site de France Immersive Learning. Il me reste à prendre 5 minutes, pas plus, pour vous parler d'une autre des actualités chaudes de Cap Digital, cette fois on va parler de nous, qui est l'opération, la mission SIGGRAPH 2024. Pour ceux qui ne le savent pas, le SIGGRAPH est l'une des plus grandes manifestations mondiales dédiées aux computer graphics et aux technologies de l'interactivité. Et il se trouve que Cap Digital, depuis plus de 15 ans maintenant, opère une présence collective française au SIGGRAPH en montant un pavillon de France, un stand collectif qui réunit entre 8 et 12 structures exposantes dans le domaine de l'innovation, dans l'informatique graphique et dans les technologies de l'interactivité. Cette année, le SIGGRAPH se tient à Denver, Colorado, du 28 juillet au 1er août prochain. Voilà, je vous ai mis quelques chiffres pour essayer de comprendre ce qu'est le SIGGRAPH. Près de 15 000 visiteurs. La France est évidemment un pays particulièrement dynamique sur ces sujets-là, sur ces secteurs-là. C'est le premier pays étranger le mieux représenté au SIGGRAPH en termes de nombre d'exposants, 13 exposants sur les 128 présentés. Voilà, il y a plein de détails sur les raisons d'exposer,
le visiteurat du SIGGRAPH. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je suis à votre dispo pour en discuter. Et puis il se trouve ce soir qu'on a dans l'assistance deux des plus grands experts du SIGGRAPH, deux pionniers du SIGGRAPH français. Je pense à Ma et à Stéphane Singer. Merci d'être là. Donc évidemment, je serais super content de répondre à vos questions, mais en vrai, ils sauront encore mieux y répondre que moi. Ce sont de véritables bibles vivantes au sujet du SIGGRAPH. Voilà à quoi ça ressemble, voilà à quoi ressemble le pavillon France sur l'Exhibition Floor. Là, c'était pour l'édition de l'année dernière qui a eu lieu à Los Angeles. Je l'ai dit, on expose au SIGGRAPH avec le pavillon France depuis 15 ans maintenant, ce qui nous permet d'avoir une situation totalement idéale sur l'espace d'exposition. On est vraiment au cœur de l'Exhibition Floor, à la croisée des deux grandes allées, et on a un stand assez grand de 600 pieds carrés qui nous permet cette année de réunir 10 à 12 structures qui souhaiteraient exposer. Voilà quelques images. Un petit focus sur les exposants 2023. Nos amis d'Éclairion étaient là pour la première fois. Je crois savoir que vous êtes très intéressés à y retourner cette année, mais on a d'autres acteurs très connus. On parlait tout à l'heure de la question des avatars et de l'animation des avatars par intelligence artificielle. Comment ne pas citer Kinetics, également Golaem, spécialisé dans la simulation de foule, des acteurs des VFX avec Mercenaries Engineering, Popcorn FX, et puis des acteurs des PBR comme Material, UVR, et j'en passe. Là aussi, si vous avez envie de discuter avec des exposants pour qu'ils vous racontent leur expérience, Charles, tu étais avec nous l'année dernière et je crois pouvoir dire que tu sauras répondre à toutes les questions que se pose l'assistance. On a des très bons taux de satisfaction de la part des exposants du pavillon France qui ont exposé à nos côtés l'année dernière. Et puis voilà, vous dire que grâce au soutien financier du CNC, on est en capacité de proposer des tarifs particulièrement attractifs sur cette opération, puisqu'on commence à 4 500 € pour une PME adhérente de Cap Digital, et évidemment les tarifs augmentent en fonction de la taille de la structure et de son statut d'adhérent ou non. On tient évidemment, en tant que pôle de compétitivité, à proposer des tarifs plus attractifs pour nos adhérents. Je passe assez rapidement sur l'offre que l'on propose, mais voilà, gardez en tête qu'on vous accompagne de bout en bout. L'idée, c'est d'être à vos côtés, et en dehors de ce qui est la réservation des billets d'avion et des chambres d'hôtel, on gère tout pour vous au mieux, aussi bien dans la gestion de la délégation sur place qui réunit une 50aine de personnes que dans le suivi du standiste, la réservation des espaces, prendre vos billets pour assister aux conférences, etc., etc. Moi aussi, j'y vais de mon petit QR code pour tous ceux qui veulent en savoir plus et remplir le bon d'engagement. Vous pouvez directement scanner ce QR code. Je tiens à rappeler évidemment que le CNC est un des soutiens indispensables de cette opération, puisqu'il finance 50% des dépenses totales de l'opération, mais il existe aussi des aides régionales qui peuvent être activées en fonction des régions dans lesquelles sont implantées les entreprises exposantes. Voilà, je voulais juste prendre quelques minutes pour en parler. On vise une clôture des inscriptions à la mi-février prochain, donc il reste un mois à ceux qui sont intéressés pour se manifester. Voilà, je tiens à vous remercier d'être venus ce soir, d'avoir écouté si attentivement nos intervenants. On vous donne rendez-vous dans 3 mois, on va dire, pour un prochain numéro de haute densité. On n'a pas encore tout à fait choisi la thématique. Si vous avez des idées à nous partager, on est évidemment à l'écoute, mais quelques axes commencent à se dégager. On vous en dit plus très prochainement. Il est temps d'ouvrir le cocktail. Je tiens juste, avant toute chose, à vous rappeler que l'événement a été capté en vidéo, qui sera disponible en replay dans les prochains jours, et puis remercier une nouvelle fois notre partenaire Éclairion et nos soutiens, l'IMT et TerraTech, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser ces événements. Merci beaucoup, très bonne soirée, très bon cocktail, à très bientôt.